Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury. Nous sommes en direct du studio vert de la télévision Espoir 47 de Etchevier. Bienvenue également sur les ondes des médias partenaires Radio KNTB à Lomé sur la 102.7 FM, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, le www.ebenradio.com sur le web et le www.togovision.com. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous et salut à tous les Togolais et à toutes les Togolaises que vous soyez ici au Togo, dans les pays voisins ou en Europe, partout que vous soyez dans la diaspora, bien de choses et bienvenue ensemble autour de ce plateau pour décrypter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Nous allons parler dans ce numéro de la grogne sociale et réfléchir autour de la problématique d'une transition qui commence par prendre dans le pays depuis quelques jours. Nous allons également parler des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avec ce matin la sortie d'un groupe constitué en collectif d'associations et mouvements d'étudiants et élèves pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles, donc flambeau citoyen. Pour débattre donc de ces sujets, nous recevons pour vous ce matin Michel Yao Tchadia. Il est le directeur de publication du journal Ouara, Les Vainqueurs. Bonjour Michel. Bonjour. Et bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury. Avec plaisir. Nous allons démarrer avec ce groupe d'élèves, j'en parlais tout à l'heure, avec leur déclaration, si vous permettez, je vais rapidement lire. Flambeau citoyen, collectif des associations et mouvements d'étudiants et élèves pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Conférence de presse du 10 mars 2015, déclaration liminaire. La jeunesse togolaise en général et celle estudiantine et scolaire en particulier qui aspire à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit suit avec inquiétude la situation politique actuelle au Togo. Les Togolaises et Togolais doivent une fois encore se rendre aux urnes cette année 2015 pour élire un nouveau président de la République dans un contexte de tensions sociopolitiques chrysogènes et porteurs de germes de contestation et de violence qui risquent de compromettre encore davantage l'avenir de la jeunesse déjà suffisamment éprouvée par plus de 20 années de crise sociopolitique. Il est donc à craindre qu'une élection organisée dans ces conditions de profonde mésentente ne débouche encore sur des résultats contestés et des lendemains de scrutin dramatiques, comme cela a été le cas dans notre pays en 1998, 2003, 2005, en 2010. Convaincu que le climat sociopolitique post-électoral sera conséquent de la période préélectorale actuelle, la jeunesse estudiantine et scolaire togolaise demande ardemment à toute la classe politique d'organiser des discussions franches et sincères qui permettent de tenir la prochaine élection présidentielle sur des bases saines et consensuelles. Elle rappelle que seule une démocratie participative, l'écoute des aspirations profondes des populations et une alternance au pouvoir sont garanties de gouvernance saine et de prospérité pour le Togo. Vu les incertitudes sur le climat sociopolitique sans les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant l'élection présidentielle de 2015, vu les répercussions que cette impasse peut avoir sur l'année académique en cours et sur la jeunesse en général, vu que plus de 85% des Togolais veulent les réformes avant les élections, nous, jeunes Togolaises et Togolais venus d'horizons divers et constitués en collectif de mouvements dénommés Flambeau citoyen, réaffirmons que les réformes constitutionnelles et institutionnelles prescrites par l'accord politique global APG depuis 2006 et recommandées dans le rapport de 2012 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR mise en place par le gouvernement togolais lui-même sont indispensables pour garantir la paix, la stabilité et surtout la sérénité et la quiétude dans nos études et formations. En conséquence, le Flambeau citoyen, mouvement des jeunes étudiants et élèves du Togo, s'engage à agir pour obtenir les réformes constitutionnelles et institutionnelles avant toute élection. À cet effet, nous lançons un appel pressant à toute la population togolaise et à la jeunesse togolaise en particulier de se tenir prête pour le mot d'ordre à venir. Flambeau citoyen, le peuple est debout et ça porte la signature de la coordination Benjamin Amouzouvi. Michel, voilà encore, si on peut l'appeler, une nouvelle son de cloche, un nouveau son de cloche, voilà, ce matin, lancé cette fois-ci par des élèves, des étudiants constitués en collectif pour exiger les réformes avant toute élection au Togo. Non, je trouve que c'est un désordre de plus. Pour ceux qui connaissent bien notre pays, par rapport à son expérience qu'il a commencé à faire depuis les années 90 en matière démocratique, je disais donc que pour ceux qui connaissent bien notre pays, savent que ce qui est en train de se passer actuellement n'est qu'un désordre de plus. J'ai été élève comme vous, et quand vous êtes élève, ce qui vous préoccupe, c'est naturellement votre avenir. Votre avenir, votre étude. Quand vous êtes étudiant,
c'est de réclamer les meilleures conditions d'études et de travail, puisque c'est ça qui peut vous projeter en bien dans l'avenir. Mais quand des élèves et des étudiants se réunissent pour réclamer les réformes, j'ai envie de me poser la question, mais de quoi ils se mêlent? Parce que la politique appartient aux acteurs politiques. Depuis les années 90, nous avons vu comment cette classe politique s'est comportée à ce jour. Vous avez vu comment tout le monde, toute la même classe politique, y compris certaines associations réclamaient la révision ou bien, si vous voulez, les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et on sait où ils en sont arrivés. Et si aujourd'hui, avec le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec des grèves des enseignants, des élèves qui sortent dans les rues, si d'aventure certains élèves et étudiants commettraient cette erreur d'être instrumentalisés par certains milieux politiques, puisque vous pensez qu'il s'agit de l'instrumentalisation? Oui, c'est une instrumentalisation. Je vois ça venir. Parce que ce que nous avons connu ici dans les années 90, nous ne voulons pas que tout cela se passe. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques ont essayé, ils ont vu qu'ils n'ont plus de moyens. Aujourd'hui, ils veulent mettre les enfants devant. Ils sont derrière pour tisser les fils. Ils veulent mettre les enfants devant avec tous les risques que cela comporte. Et on ne doit pas être heureux que des élèves qui doivent être préoccupés par leur avenir puissent se regrouper. On va nous parler de mouvements citoyens. Qu'est-ce qu'ils entendent quoi par là? Les mouvements citoyens, on en voit dans d'autres pays. Ce n'est pas sous cette forme. Les élèves et les étudiants doivent réclamer meilleures conditions de vie, mais pas par rapport aux réformes. Ils s'en mêlent. De quoi ils s'en mêlent? Est-ce qu'on peut pas... J'ai envie de dire à ce mouvement que ils sont en train de se tromper de chemin. Moi, je les invite à regarder ce qui les concerne, notamment comment faire pour que les grèves que nous constatons au niveau de l'école, que ces grèves cessent une fois de bon, pour que nos petits frères, nos enfants, puissent aller étudier, que nos petits frères qui sont à l'université puissent arracher les meilleures conditions d'études pour aller que de se mêler de ce qui concerne les acteurs politiques. C'est extrêmement grave. Ce qui est derrière ça, vous allez voir, je prie que nous soyons ici dans ce pays, vous allez voir en réalité tout ce qui est mêlé par rapport à... Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une prise de conscience de ces jeunes préoccupés par leur devenir? Non. Je rappelle que j'ai été élève. Je sais quand on est élève, ce qui préoccupe. Ce n'est pas les réformes qui préoccupent un élève, non. À moins que... À l'époque, on n'en parlait pas. Non, à l'époque, pourquoi pas? Quand il y avait grève, moi, je l'avais dit ici, nous, on était dans les années 80 au lycée où on faisait des grèves perlées. On sait comment on s'est comporté jusqu'à ce que ces vilains temps-là passent. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas... voir des élèves se comporter de la sorte, on va les applaudir parce qu'ils sont conscients de leur avenir. Je veux qu'ils soient conscients de leur avenir, mais par rapport à leurs conditions de vie et non par rapport à une lutte politique quelconque. Mais puisqu'ils sont aussi votants, ils vont aussi se rendre dans les urnes pour choisir le président. Oui, mais donc, je dis, c'est une classe, une couche sociale dont les priorités n'ont rien à faire avec la lutte politique. Puisque apparemment ce qui se passe aujourd'hui, avec cette sortie-là, c'est une lutte politique qu'ils veulent engager. Et ceux qui sont derrière ça, j'avoue que ils ne vont pas tirer profit. Parce que les élèves ont une conception, une mentalité, et on doit orienter cette mentalité vers le bien-être de ces enfants-là, que de vouloir utiliser ces enfants-là pour des combats politiques avec vraiment des résultats que personne ne maîtrise. Et quand les enfants vont sortir dans les rues, pas pour réclamer les meilleures conditions de travail, d'études, de travail, d'éducation et autres, et qui vont sortir dans la rue pour réclamer les réformes constitutionnelles, moi je dis qu'ils sont en train de se tromper de chemin. Ceux-là qui les instrumentalisent, qui sont dans l'ombre actuellement, ils n'ont qu'à
savoir qu'ils ne sont pas en train de leur rendre service. Maintenant, au point de chute de leur déclaration liminaire, ils ont parlé, ils ont invité la jeunesse togolaise en particulier à se tenir prête pour un mot d'ordre à venir. Selon vous, quels peuvent être ces mots d'ordre et quelles peuvent être les conséquences de cette situation? Qui le savent. C'est eux seuls qui savent quand un élève parle de mot d'ordre. En quoi ce mot d'ordre... Peut-être déverser la jeunesse dans les rues, marcher... C'est eux qui connaissent leur plan. Mais moi, je les mets en garde. Parce que ce n'est pas leur préoccupation aujourd'hui. On va me dire que c'est des Togolais qui sont aussi concernés par la vie politique. Certes, c'est des enfants, c'est des jeunes qui doivent être beaucoup préoccupés par leur éducation et autres que par ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui sont dans l'ombre, je le répète, parce qu'on sait, ces genres de trucs, on a vu ça dans ce pays. Parce que, vous savez, l'échéance électorale est lancée. J'avoue que on ne peut pas l'interrompre. Ceux qui s'agitent, il vaut mieux aller travailler pour que ces élections-là soient apaisées pour nous tous que de vouloir mettre de l'huile sur le feu parce que certains pensent que le moment propice est arrivé pour pouvoir assouvir leurs ambitions, pour pouvoir assouvir leur sale besogne. Moi, je trouve que nous n'avons pas besoin de la pagaille encore dans ce pays. Nous l'avons fait. Certains sont morts, les gens ne vivent plus. Certains sont blessés et on ne sait pas quel résultat nous avons eu. Je pense qu'il va falloir que ces élections qui s'annoncent, que chacun y mette du sien pour que ces élections se déroulent dans l'apaisement, que ce que nous sommes en train de voir venir. Voilà, élection dans l'apaisement, c'est la prière de tout le monde, sauf que ces derniers temps, on voit une classe politique divisée sur la question au sein de l'opposition. Il y en a qui veulent bien participer à ce scrutin, d'autres qui ne veulent pas participer, mais qui veulent voir ceux qui veulent y aller le faire, une troisième partie qui se dit capable de faire obstacle à la tenue de ces élections. Et du coup, une émergence ou une idée émerge, parlant donc de transition politique, pour permettre à tous les acteurs de se retrouver autour d'une table, remettre les bases juridiques d'existence du Togo et relancer le processus de démocratisation d'un Togo nouveau. Je rappelle que cette idée était sortie lors de la naissance du Front des Patriotes pour la démocratie de Dimo Oré, et ces derniers temps, on voit même des prêtres, des pasteurs en parler. Transition, qu'en pensez-vous? Bon, moi je sais que la conférence des évêques a organisé une filière pour la paix, pour les élections paisibles. Mais je n'ai pas encore rencontré les hommes de Dieu qui parlent... On a suivi un pasteur la dernière fois sur une radio de la place. Oui, il parle peut-être en son nom, il ne parle pas au nom de tous les pasteurs du Togo, il parle en son nom, et c'est une autorité morale qui a peut-être le droit aussi de faire connaître son opinion. Il y a aussi Adi qui en parle, mais le professeur Aimé Gogué voudrait bien transformer son mandat présidentiel en mandat transitoire. Ne soyons pas hypocrites. Quand on dit non, il faut dire non. Quand on dit il faut dire oui. On ne peut pas être dans la course et nous demander une transition. Je pense qu'il parle de transition, je ne sais pas s'il parle du Togo ou bien... Parce que mais bien sûr, du Togo. Écoute, la situation dans laquelle nous sommes, j'estime qu'elle n'est pas aussi grave, extraordinaire pour qu'on parle de transition. La preuve, on a une constitution qui est contestée aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on évolue vers la transition. Ce n'est pas une raison. Ce qui est fondamental à faire aujourd'hui, c'est de chercher les voies et moyens pour que la classe politique, à un moment donné, puisse s'entendre. Et parce que vous voyez, quand vous les interrogez, que ce soit le parti au pouvoir ou les partis de l'opposition, tous ont la bonne volonté de faire en sorte que le Togo avance par rapport à ces réformes-là. Mais c'est la manière dont chacun doit se prendre de son côté qui pose problème. Aujourd'hui, les acteurs sont campés sur leur position. Voilà, quand c'est les calculs politiciens, il va falloir un moment qu'on sorte de ces calculs politiciens-là et regarder l'intérêt supérieur du Togo. Parce que après tout, c'est le Togo qui doit être mis au centre de tout intérêt. Pour le moment, on se rend compte que chaque acteur politique tire la couverture de son côté en oubliant le Togo. Il faut que le Togo avance. Et j'ai l'impression que si ces réformes-là sont faites sans pression, parce que c'est de ça aussi qu'il est question, si on obtient les réformes sous pression,
Demain, celui qui n'a pas pu s'exprimer, faire passer ses préoccupations, celui dont les préoccupations n'ont pas été prises en compte, demain peut remettre ça en cause et ce n'est pas bien. Parce que j'entends certains parler du retour de la Constitution de 1992. Moi, je dis qu'elle n'est pas aussi propre comme certains le pensent. C'est une Constitution qui a des lacunes. L'occasion est venue que ce soit le parti au pouvoir ou les partis de l'opposition, à tête reposée, trouve à retirer des coquilles de cette Constitution-là et ajouter ce qu'il faut pour avoir quelque chose de beaucoup plus meilleur que de retour. Parce que cette Constitution de 92, elle a été écrite. Non, elle a été écrite sans les partisans du général Yadema paix à son âme. Et elle a été. Mais à l'époque, il a appelé quand même les Togolais. Il n'avait pas de choix. Voter. C'était sous contrainte. Il n'avait pas de choix. La communauté internationale, tout le monde était contre lui. Il fallait, en bon militaire, il a joué sa stratégie et c'est passé. Il a appelé, mais ça ne veut pas. Si vous avez. Moi, j'étais en classe de seconde. Première, quand la conférence nationale je suivais tout ce qui. Quand j'écoute aujourd'hui les Claude Amégan, je sais tout ce qu'il disait quand il prenait les micros à la salle Fazao. Donc, j'ai une idée quand même de comment les choses se passaient. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on pense que cette constitution était la bonne, la plus propre. Non. Elle a de bonnes choses, mais elle a aussi des lacunes qu'il faut corriger. Donc, que la classe politique, à un moment donné, puisse être opposée, essayer d'accorder quand même les références sur l'essentiel. L'essentiel, je dis bien l'essentiel, pour que peut-être une constitution beaucoup plus meilleure que ce que nous voyons aussi puisse être écrite et que le Togo avance. Voilà, parce que c'est fondamental. Mais quant à une transition dont tu évoquais tout de suite, je ne sais pas si on peut proposer ça peut-être aux Somaliens ou je sais pas aux Syriens, mais au Togo, je ne pense pas que parce que nous n'avons pas fait de réforme que nécessairement on doit aller vers une transition. Parce que nous avons fait plus de 5 élections avec la même constitution. 2003, 2005, 2007, avec toujours 2010, des contestations. 2013. Oui, écoutez, je ne sais pas dans quel pays vous allez voir, dans quel pays où les gens, après les élections, bon, on dit, bon, ça va, tu as gagné. Ça se passe dans certains pays, mais il faut voir aussi leur expérience, et le nombre d'années d'expérience politique, même au Mali tout récemment. Mais au Mali, c'est ça contesté avant de faire marche arrière. Et donc au Ghana ici, où on cite comme un exemple tout le temps, vous avez vu pendant 1 an, on a contesté le président actuel du Ghana. Donc c'est pour dire que la contestation, ça ne veut pas forcément dire que quand on conteste, c'est que les élections ne sont pas propres. Ça dépend de la nature du perdant. Et bon, généralement chez nous, où on connaît mieux nos acteurs politiques, quand les élections ne sont pas gagnées par l'opposition, elles sont mal faites. En tout cas, aujourd'hui, les acteurs, comme on le dit, ils sont tous conscients qu'il faille faire les réformes pour revoir un tout petit peu les contours de la vie politique. Il y a le chef de l'État également qui a décidé de mettre en place ce qu'il a déjà d'ailleurs fait, une commission qui va se charger d'adapter la Constitution aux réalités togolaises. Aujourd'hui, quand on prend dans les rangs de l'opposition, la question, elle fait également la une de tous les débats. Est-ce que ça ne motive pas un peu cette proposition que les gens formulent en termes de transition pour permettre à l'ensemble de la classe politique, parce que vous-même vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on aura des tests qui n'auront pas l'assentiment d'un camp, forcément il y aura rébellion. Est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui les amener, tout ça, s'asseoir autour d'une table pour, de façon consensuelle, avoir une constitution qui ne sera plus contestée? Non. Ce que tu demandes là, c'est bien, mais... C'est juste une question. Oui, c'est bien, mais pourquoi c'est maintenant? Depuis 2010, tous les acteurs politiques savaient que entre avril ou mars, avril, du moins 5 ans après. 5 ans après, il devait avoir élection présidentielle. Vous avez vu, certains ont marché 5 ans. D'abord, c'était pour chasser Forgnassi par la rue. Ça n'a pas marché. Après, on dit que les réformes, on a créé FRAC, CST. Maintenant, on est dans CAPO 2015 avec Franck Thiobé. Tout ça là, bon, ce n'est pas les mouvements qui vont changer la nature. C'est les acteurs politiques eux-mêmes qui doivent à un moment donné changer leur manière de faire la politique. Ce n'est pas en changeant, on peut créer 20 regroupements. Moi, je ne trouve pas que c'est là où le problème.
On aurait pu, moi j'ai dit au moment où certains marchaient pour chasser fort, moi j'ai dit que c'était l'occasion, quand vous perdez les élections, c'est naturel, je trouve naturel que vous allez être frustré, vous allez manifester votre mécontentement. Mais passer tout un mandat à manifester votre mécontentement, on va vous trouver ridicule. J'ai estimé à l'époque que, mais à partir du moment où on a manifesté son mécontentement, mais qu'on oublie ça vite et aller attaquer le pouvoir par rapport aux fondamentaux, notamment les réformes dont on parlait, le cadre électoral et autres. Allez négocier ça. On n'a jamais voulu à l'époque. Si vous dites ça, vous êtes considéré comme vendu, acheté du pouvoir. Et rien, personne ne voulait. Mais aujourd'hui, les mêmes, je suis surpris, je les regarde même avec, c'est pas, je les vois très pitoyables aujourd'hui. Les mêmes reviennent pour dire non, on veut les réformes, ça, parce qu'ils savent qu'ils sont dans les conditions dans lesquelles nous sommes, ils savent que tout est fini. L'élection est pliée, ils n'ont pas d'issue et ils demandent une transition. Je trouve ça comme une mesquinerie politique parce que il ne faut pas être hypocrite, il faut dire les choses telles quelles. Les acteurs politiques de notre pays pendant 25 ans n'ont pas compris que au lieu de prêcher leur officine politique, au lieu de prêcher leur intérêt partisan, le peuple togolais, le Togo devait être mis devant et ils n'ont jamais compris ça. Et à chaque fois, quand tu vois les fronts qui se créent là, c'est pour que au lendemain de la présidentielle, quand on va vouloir former un mouvement de large union nationale, comme on entend souvent au lendemain de chaque élection, que peut-être qu'on les fasse un clin d'œil, tout ça là. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. J'ai toujours dit que il ne faut pas qu'on nous trompe avec le gouvernement de l'Union nationale. Ceux qui gagnent gouvernent et ils rendent compte, c'est tout. J'ai l'impression qu'à un moment donné, chacun peut-être crée quelque chose pour que quand on va vouloir parler, il faut qu'on tienne compte de lui. Mais on a fait ça pendant 25 ans. Ça ne sert à rien parce que les acteurs politiques, à un moment donné, refusent de regarder la réalité en face. Vous voulez combattre un régime cinquantenaire, mais il y a des méthodes, il y a des manières. Tous ceux qui, à un moment donné, ont compris et veulent changer, ils sont traités de vendus. On a assassiné politiquement le professeur Léopold Guinevi. On a fait partie politiquement Edem Kodjo. On fait partie Maître Agboibo. Ils sont nombreux parce que certains sont dans une logique de bras de fer. Ça les intéresse. Ils ont des avantages de tous côtés avec ça. Mais fondamentalement, nous, le peuple, le Togo, le bas peuple, qu'est-ce que nous tirons comme avantage dedans? Donc aujourd'hui, l'heure est venue de dire la vérité aux acteurs politiques. Il va falloir changer la façon de faire. C'est de ça qu'il est question. Sinon, vous voyez aujourd'hui, Cap 2015, ils courent de gauche à droite, ils sont ici dans chaque village, parce qu'il sait qu'il est appelé, il a dit quelque chose il y a 3-4 ans, aujourd'hui il change, ces militants ne le comprennent, ils circulent pour expliquer, mais apparemment ça ne prend pas. Donc c'est pour dire que quand on fait de la politique, il faut avoir la constance. Et c'est ça qui fait que les militants seront engagés derrière vous. Vous dites le matin quelque chose, à midi vous changez, le soir on va vous trouver comme quelqu'un qui n'est pas mature et c'est dommage pour eux. Voilà, aujourd'hui on voit les acteurs engagés dans ce processus électoral et sur le terrain tel que vous le dites tout à l'heure, il y a l'adversité et on voit au sein de l'opposition plus d'adversité que face au pouvoir. Quel commentaire vous en faites? Non, ce n'est que dans l'ordre normal des choses. C'est la conséquence des coups bas, du non-sacrifice de soi. C'est la conséquence de tout ça là que nous voyons sur le terrain. Parce que je le dis souvent, le Togo a la malchance de voir que dans ce pays, les gens créent le parti politique le matin, le soir ils veulent être président. Personne ne vient pour apprendre. Tout le monde s'y réunit, 10 personnes dans son quartier, ça suffit, on veut être président. Alors que je pense que pour le poste de présidence, j'ai en tout cas ma manière de voir que ce poste est un poste très important. Et personne ne doit chercher à diluer. Quand vous voyez, vous prenez les 5 candidats aujourd'hui, en dehors de Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre, dont les scores de 2010 d'abord, 2010, et les scores des partis de leur part, même si à l'époque en 2010,
Jean-Pierre Faye était allé sous les bannières de De l'UFC. l'UFC. On connaît son score. Et en 2013, il était dans le cap SST. On connaît le score du Unir aussi. Les autres là, ils viennent chercher quoi là-bas? Mais ils sont des leaders de partis politiques. En dehors de... Non. Il Il ne suffit pas d'être y a leader. le professeur Aimé Et mais vous allez me Gogué dire qui qu'il est a sur le 3 terrain. sièges. Oui, qu'il est sur le terrain. représenté à Mais l'Assemblée Adi, c'est nationale. un des vieux partis de notre pays. Mais 2013, il a fait des performances vraiment spectaculaires en arrachant 2 ou 3 sièges, à ce que je sache. C'est bien. Ça veut dire que au fur et à mesure que le parti fait son travail sur le terrain, il y a des dividendes, il y a des résultats positifs qui viennent petit à petit. Lui-même, il est député à l'Assemblée nationale avec certains de ses collègues, ce qui est bien. Quand vous prenez Djeri Tama, vous prenez Maître Tchassona, qui est allé sous bannière de Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel en 2013, il a mordu la poussière. Vous voyez Djeri Tama qui voulait solliciter que même, au moins lui seul, que ça n'a pas marché. Normalement, ces gens-là, quand on parle de la présidentielle, ils doivent... Ils ne doivent même pas écouter. Vous avez comme l'impression qu'ils sont en train d'aller en aventure? Non, c'est qu'ils font... Et on a l'impression, comme quoi on dilue la fonction présidentielle. Toi qui as sollicité le suffrage pour être député, ça n'a pas marché. Normalement, quand on parle de président, tu ne dois pas être intéressé. Tu n'écoutes même pas. Mais on a au même moment eu des hommes de Dieu qui ne sont pas leaders de partis politiques, mais qui ont voulu aussi briguer le mandat présidentiel. Mais dans ce pays, ils ont brigué, ils ont eu quoi? Je parle de ceux-là, la liste de ceux-là, je parle des 5. Non, c'est-à-dire, c'est pour dire en quelque sorte que c'est des partis aussi valeureux. Non, c'est des partis valeureux qui doivent prendre du temps et travailler sur le terrain et avoir quelque chose un jour. Moi, je n'ai rien contre eux. C'est des partis bien organisés, qui, quand vous prenez le MC2 de Maître Tchassona, le NET, c'est un parti bien organisé, qui est en train de travailler dans 5, 10, 20 ans. Peut-être ça peut donner quelque chose. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a sollicité le pour être député, ça n'a pas marché. On dit présidentiel, il vient. Mais vous devez lui regarder avec beaucoup d'attention. Il cherche quoi? C'est pour dire que au-delà de tout, il y a les calculs politiciens qui sont derrière tout ça là. On n'a pas besoin de ça. Donc, vous comprendrez avec moi que il ne peut qu'avoir des divisions. Au départ, Djeri Tama, vous savez, il était avec Coalition Arc-en-Ciel. Ça n'a pas marché. Il est allé dans Cap 2015. Ça n'a pas marché. Mais, le PDP de M. Kabara, qui est en train de quitter, on l'a chassé même, parce qu'il avait l'intention de déposer la candidature. Et les gens du Cap 2015 ont appris ça. Ils l'ont écarté depuis un certain temps. Mais on ne voulait pas le faire comprendre, le faire passer comme ça. Et il a trouvé une gymnastique pour dire que la base lui demande mais alors que tout le monde sait que ce n'est pas ça, parce que la base même a commencé à réagir. Donc c'est pour dire que les hommes politiques ne veulent pas dire la vérité à leurs militants, aux Togolais. Lui, Kabara, c'est le Cap qui l'a chassé. Mais il ne veut pas apparaître comme tel. Il a trouvé des artifices, mais ces militants sont en train de l'arrêter et dire hey, ce n'est pas ça. Il faut dire la vérité. Donc, ces divisions, ces nombreuses divisions que vous voyez, c'est dû au fait que personne dans la classe politique n'a le sacrifice de soi. Pour permettre à celui-là qui est en bonne position, ou bien celui qui peut mieux haranguer d'aller de l'avant. Parce que chef de l'État, ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à ce poste. Il faut être un rassembleur, il faut être quelqu'un de patient, il faut avoir des qualités au-delà de ce que tu draines derrière toi. Mais au Togo, actuellement, tout le monde se livre la guerre. Quand vous prenez les 5 candidats, normalement, il y a 4 opposants contre Faure Gnassingbé. Mais quand vous regardez très bien, il n'y a que 4 candidats qui affrontent un. Les 4 candidats, Faure Gnassingbé affronte Jean-Pierre Fabre. Gogué, Tchassona, Djeri Tama, c'est contre Fabre. Sinon, j'aurais pu appartenir à ça, Cap 2015. Vous voyez à peu près les opposants contre eux. Le pouvoir est là à côté. Comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux? Tu sais, je vais vous dire une chose que peut-être que vous ne savez pas. Quand le CEST a commencé sa pagaille dans les rues... Est-ce que c'était une pagaille? C'était des manifestations légitimes? Non. Ce qu'on réclamait à l'époque,
dire qu'on marche pour chasser quelqu'un. Quand on connaît les réalités de notre pays, le pouvoir, les institutions, l'armée, tout, quand vous regardez tout ça là, vous êtes un homme politique de veille. C'est pourquoi les Edem Kodjo, ils ont combien à un moment donné? Qui peut réfléchir mieux que Edem Kodjo en matière politique dans ce pays? Dis-moi, montre-moi-le. Mais derrière lui, il y a des gens quand même qui continuent la lutte. Mais de quelle manière? Merci. Mais de quelle manière? D'une manière tactique, parce qu'ils ont compris comment le pouvoir est là, comment le contrôler. On vous dira que lui aussi, il a eu à trahir les Togolais à un moment donné. Non, il a eu à trahir les Togolais à quel moment? Quand on prend par exemple en 1994 avec les législatives où tu sais, le CAR et l'UDS... il n'a trahi personne, il faut peut-être parler du... Non, je dis les gens, ce que les gens... Puisque ce matin, quelqu'un encore a eu à rappeler... À mon avis, Edem Kodjo n'a trahi personne. C'est Yadema qui a fait le jeu. Parce que la Constitution lui laissait... l'entrevoyait une, en tout cas, libre cours à lui de choisir dans la majorité. On n'a pas dit que dans la majorité de ceux qui ont plus de voix à l'Assemblée nationale, on ne l'a pas dit, on a dit dans la majorité. Est-ce que c'était juste, puisqu'il y a quand même, dans cette majorité, il y a une partie qui était majoritaire. C'est-à-dire, il y avait une majorité dans cette majorité. C'est un combat politique. On ne se fait pas de cadeaux comme ça. Voilà. Donc, il y a des à jouer selon ce qui l'arrange. Si vous étiez à sa place, vous allez faire le contraire. Malheureusement, je n'y étais pas. Voilà. Donc, la politique a ses réalités. Vous allez voir des choses, mais vous ne pouvez pas être content. Mais le jeu politique est tel. Les enjeux sont tels. Les enjeux sont Donc, tels. c'est pour dire que je disais que Edem Kodjo, par exemple, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, pouvait donner quelque chose pour ce pays. Mais vous avez vu comment on l'a mis de côté parce que il a compris que est-ce que c'est on qui l'a mis de côté? Est-ce que c'est pas lui-même qui s'est éteint? Non, politiquement. Il ne sait pas. On l'a éteint. Regardez la machine UFC à l'époque. Je me rappelle que quand Gilles vient à la frontière à Pla aussi, si vous êtes dans une chemise blanche par hasard sur la route jusqu'à Fréau Jardin, mais vous êtes cuit. Tout c'est ce que l'ANC a pris encore comme méthode. Maintenant, ça se retourne contre elle. Pendant 40 ans, l'UFC a compris que... Là, il a même utilisé méthode armée, mais ça ne marche pas. Il a compris, il a utilisé autrement. On l'a lynché, il l'a mis de côté. Quand vous voyez, on parle de Gilles, c'est malheureux. Mais c'est un risque qu'il a pris. Il assume. Tout récemment, il a dit que lui, l'assume, n'a rien à regretter. Les Togolais comprendront un jour que... Est-ce que ce n'est pas parce que lui, il a vu son âge avancer et il a dit qu'il voudra mieux aller vers... Il est plus vieux que qui pour... Entre nous, il est plus vieux que qui? Mais le président tunisien actuel, tu connais son âge, tu es journaliste. Je sais. Tu connais son âge. Je sais. Robert Mugabe est là-bas, tu connais son âge. Tu connais l'âge à laquelle Wade est venu au pouvoir. Donc, il n'est pas aussi très vieux comme on le pense. Oui. Donc, il est toujours sur la scène politique, ça on le note. Ça va compte, même si il ne gongonne pas tout le temps. Nous, on sait qu'il va compte dans certaines sphères. Voilà. Oui. On va parler du CAR, Comité d'action pour le renouveau, qui, sur le terrain à Zanguera la dernière fois, a commencé par lancer un mot d'ordre, appelant ses militants au boycott du scrutin. Quelle analyse vous en faites? C'est encore des calculs politiciens qui motivent beaucoup plus cette attitude du CAR. Parce que tu sais que le CAR, avant l'UFC et maintenant l'ANC, ils se comportent comme des quepouses dans la cour d'un roi. C'est des partis qui, de tout temps, ne s'entendent pas. Parce que, vous vous rappelez, quand Agbeba avait gagné les législatives de 2013, personne n'a jamais voulu lui donner son statut de chef de file de l'opposition. À l'époque, il y a de négocier avec lui. Il négociait également avec Gilles Solipio à l'étranger. Parce qu'on ne l'a jamais reconnu cela. Et la dernière histoire qui, à mon avis, explique un tout petit peu l'attitude du cas, c'est que vous vous rappelez qu'en 2010, quand Gilles Solipio avait son accident, il ne pouvait pas se présenter. Il semble qu'à Paris, il avait demandé à Jean-Pierre de soutenir Maître Abouivor. Et Jean-Pierre a dit niet, ça ne peut pas passer. Donc, au-delà de ça, vous voyez comment les positions sont tranchées. Et vous avez compris pourquoi le CAR, dans un premier temps, voulait partir du CST.
tu le sais bien, mais elle a fait marche arrière. Voyons de les la choses coalition venir. arc-en-ciel. Oui. Mais je te rappelais quelque chose, mais entre-temps, tu ne m'as pas laissé terminer. Je te disais que quand le CST a commencé à poser des actes, à un moment donné, la communauté internationale, selon nos informations, voulait un front beaucoup plus souple pour pouvoir négocier avec le gouvernement. Et quand le coalition arc-en-ciel venait, certains, dans certaines chancelleries, prenaient la coalition arc-en-ciel comme une alternative beaucoup plus crédible qu'ils pouvaient, mais très vite, ils ont commencé à sortir les couteaux. Et ce qui fait qu'actuellement, dans certaines chancelleries, notre opposition est regardée comme une opposition qui n'est pas en mesure de constituer une alternative crédible dans ce pays. Donc, pour revenir maintenant au comportement du CAR. Au comportement du CAR, pour dire que aujourd'hui le CAR, son attitude est compréhensible. Le CAR dit sans les réformes, il n'y a pas d'élection. C'est ce que l'ANC a dit pendant longtemps. Mais ce qu'on ne comprend pas, sauf qu'elle a changé. Juste un rappel, on se souvient bien que Maître Apévon, au sein de la coalition arc-en-ciel, avait été élu candidat. Avant. Oui, candidat à la candidature. Oui. Du candidat unique. C'est-à-dire, si on comprend bien. D'ailleurs, même, c'est ça qui a déclenché même les divisions. C'est au sein de la péché coalition originel même au niveau de la coalition. Maintenant, est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui a été élu candidat puisse aujourd'hui, puisqu'il savait qu'il y avait les réformes, mais on voulait le positionner. Il était candidat parmi les candidats à choisir. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, ce que je voudrais dire. Mais entre-temps, ils exigeaient toujours les réformes. Toujours les réformes. Parce que ils le disent, s'il y a les réformes, ça va les amoindrir beaucoup de dépenses d'énergie et autres. Parce que tout va se jouer au premier tour. Disons, toutes les alliances vont se constituer d'elles-mêmes. Mais il fallait quand même à un moment donné, si au cas où on n'obtenait pas ces réformes-là, il fallait quand même présenter quelqu'un comme candidat unique qui puisse réunir toutes les chances de son côté pour affronter le parti au pouvoir. Mais les égos, tout aidant, parce que au-delà de tout, quand vous écoutez les responsables du CAR, ils citent parmi les candidats probables uniques, on cite les gens, Georges Lanson, Maître Agbouibo, mais on a toujours ignoré Jean-Pierre Fabre. Alors qu'à l'ANC, on trouve que c'est leur champion. Il est incontournable. Ils brandissent le score de 2010 et le score de 2013 par rapport au score que Jean-Pierre Fabre en 2010 et ce que le CST a eu en 2013. Donc, le CAR n'a jamais avalé cela. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le CAR veut? Tout va se jouer en 1900, s'il vous plaît, tout va se jouer en 2018. C'est dans cette posture que là, le CAR est. Parce que si Jean-Pierre Fabre va à cette élection, s'il perd, c'est la descente aux enfers. Ça sera beaucoup plus catastrophique pour lui que ce que Gilles Christ Olympio a subi. Et comme les gens sont en train de chercher les espaces politiques, le CAR, à mon avis, déjà va vouloir embrigader s'encustrer dans cet espace-là et récupérer, parce qu'il va apparaître devant l'opinion comme c'est nous qui disons la vérité, on a dit ceci, les gens n'ont pas cru, voilà, c'est nous qui sommes proches de vous. Parce que actuellement, quand vous écoutez la radio, dans les émissions, vous écoutez les radios, les émissions interactives, ce que les gens disent de Jean-Pierre Fabre, il y a 2 mois, on ne parlait pas de ça. Jusqu'à ce que même le vice-président de l'ANC est intervenu sur une radio pour essayer de violenter verbalement un journaliste, parce que il comprend que sur cette radio qui faisait leur apologie il y a quelques mois, les gens intervenaient pour vilipender Jean-Pierre Fabre et son parti. Il ne voulait pas. Il a dit qu'il prônait l'abstention, le boycott. Le CAR veut le boycott. Ça, c'est une stratégie politique pour demain, comme le disait Jacques Amonzo. Est-ce que ça ne se lit pas comme ce qu'on peut appeler contre-campagne en défaveur de l'opposition sur le terrain?
Mais vous allez voir, dans ces conditions actuelles, beaucoup de militants, avec tous les efforts que la CENI est en train de faire aujourd'hui par rapport à la communication, vous allez voir, je parle dans les conditions actuelles, l'image et le tourbillon dans lequel se trouve l'opposition actuellement. Si les choses restaient en l'état, beaucoup de militants de l'opposition, surtout des Jean-Pierre Fabre, vont s'abstenir. Son score qu'il a eu 34% en 2010, mais il risque de dégringoler. Je me demande quel score il faut. Parce qu'aujourd'hui, même les EDDH le combattent. Tout ce que les EDDH, ses anciens amis qu'il avait aidé à chasser fort, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils sont contre lui. Parce que quand ils étaient au CST, Jean-Pierre Fabre et son parti avaient un agenda caché. Ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, quand j'écoute les Maître Pandé Adjaré, je les suis pas plus que 2 jours sur une chaîne de télévision. Mais ça, je souriais dans mon salon. Je dis, ces gens-là, mais ils n'ont pas compris que lorsque vous êtes des associations, vous avez des idées à encadrer dans un mouvement citoyen, il va falloir vous organiser. Mais aller s'associer aux partis politiques pour le faire, ils sont entachés, démasqués. Une fois de bon. Aujourd'hui, quand je les vois dans Synergie, moi franchement, j'ai de la nausée quand j'entends ces gens-là parler au nom des ODDH. Voilà, je reviens à aborder toujours la question de candidature unique. Nous savons tous que Adi, avec laquelle apporte au conclave, quand il s'agissait de choisir un candidat, Adi disait à l'époque qu'il fallait les réformes avant de parler de candidat. Mais bizarrement, il n'y a pas eu les réformes. On retrouve Adi candidat. Ah oui. Est-ce que ce n'était pas plutôt une manière de vouloir que ce soit le CAR qui soit candidat unique ou soit l'ADI candidat unique? Non, quand vous écoutez les acteurs politiques, les gens sont prêts à faire des concessions, à trouver un candidat en dehors de Jean-Pierre Fabre. Quand tu les entends parler, c'est ce que ça ressort. C'est-à-dire que c'est Jean-Pierre Fabre qui dérange? Non, ça dérange. Puisqu'on le dit, eux-mêmes. Ce n'est pas Michel Tchadja qui le dit, mais les acteurs politiques disent, que ce soit en offre ou en... oui, parce qu'on a suivi, au but à Boyomé, voilà, qui lors du congrès de son parti, a dit de dire à Jean-Pierre Fabre de descendre de son piédestal. Voilà. Pour, qui tient toujours un langage suffisant, qu'il est arrogant, qui n'est pas un rassembleur. Allez demander le grand frère Abbas Kaboa, qui a fait longtemps avec eux, et qui est maintenant en disgrâce, et qui est maintenant du côté du mouvement Tchobé. Il va qualifier mieux son ancien ami que nous. Nous, on ne connaît pas mieux Jean-Pierre Fabre que les gens là comme ça. Mais ce qu'ils disent de lui aujourd'hui, ça doit te donner une idée de qui est ce monsieur. Comment il a réussi à faire l'unanimité contre lui au sein même de l'opposition. Vous comprenez? Est-ce que c'est lui qui a réussi l'unanimité ou bien c'est l'opposition qui refuse d'accepter un leader, puisque il y a certains observateurs qui n'accepte pas un leader. Non, le leader se fait respecter. J'estime. Il y a certains observateurs qui estiment qu'il y a l'ancienneté dans le combat et que ces anciens n'acceptent pas qu'un jeune vienne leur ravir la vedette. Que c'est ça qui sous-tend cette adversité-là. Non, moi je ne partage pas ça. Ils sont, je pense que... parce que quand on prend Adi, c'est un vieux parti. Quand on prend le CAR, c'est un vieux parti également. Parce que quand vous voyez Macky Sall, quand vous voyez les Moustapha Niasse, les Ousmane Tanor Dieng, ils sont nombreux. Madia Passok, ils sont nombreux. Vous savez le combat qu'ils ont mené. Et à côté, les associations de la société civile, le combat qu'ils ont mené pour faire en sorte que Abdoulaye Wade soit battu. Au second tour, Macky Sall n'était pas plus vieux que Moustapha Niasse. Il est venu en seconde position. Les gens ne se sont pas posé des questions. On l'a soutenu. Parce que d'abord, Macky Sall, quand les autres disaient que Wade ne va pas être candidat, Macky Sall dit, mais vous mêlez de quoi? Mais travaille sur le terrain pour le battre. Et Macky Sall sillonnait tout le Sénégal pendant ce temps, il y avait certains qui chaque jour étaient dans les rues, dansaient que Wade ne va pas être candidat. Et ces leaders-là, ils ont été sanctionnés. Ils sont venus après Macky Sall.
Maintenant, au second tour, ils ont fait... Macky Sall a réussi à faire l'unanimité. Parce que c'est un gars humble, c'est quelqu'un qui sait parler aux gens, qui sait rassurer tout le monde. Et surtout qui était arrivé au second tour. Oui, mais c'est parce qu'il est à ce niveau qu'il a pu jouer ce rôle. Et les gens le connaissaient. C'est un rassembleur. Mais maintenant, quelqu'un qui dans tient le des contexte propos, togolais, un leader qui veut... Un leader, je l'ai dit ici, un leader se fait accepter par son attitude, son comportement envers les autres. Mais regardez l'attitude. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de son score en 2010, vous avez parlé de son score en 2013. Et pourquoi est-ce que l'opposition refuse de l'admettre? Écoutez, chacun a un grief. Puisque vous-même vous venez de dire qu'il suffit, les gens pensent qu'il faut réunir 10 personnes dans son quartier et on veut être président. Oui. Ce qui sous-tend... C'est pourquoi je dis que même si vous avez des milliers de gens autour de vous, il faut aussi savoir vous comporter pour que ceux qui sont en face de vous vous trouvent comme un bon leader. Vous avez l'obligation de vous faire respecter et accepter par vos comportements. Ce n'est pas le cas avec Jean-Pierre Fabre. Quand ce monsieur parle, que ce soit au cours des meetings ou s'il est sur l'internet, sur une radio, vous savez de quoi il parle. Et chacun a une idée si ce monsieur passait devant. Et ce n'est pas le pouvoir seul qui lui reproche beaucoup de choses. Malheureusement, c'est beaucoup plus du côté de ses camarades politiques de l'opposition que vraiment le désamour est tellement profond. Allez-y comprendre alors. On va maintenant parler du fichier électoral puisque dans quelques jours, nous serons aux urnes, c'est-à-dire le 15 avril prochain, pour élire le futur président de la République togolaise. CAP 2015, en conférence de presse, a parlé de plusieurs milliers de doublons dans le fichier électoral. Aujourd'hui, les acteurs estiment que le corps électoral n'est pas connu, mais on le convoque. Et c'est un peu incompréhensible. Vous parlez du fichier électoral. Moi, à ce niveau, justement, je veux que la CENI communique sur cet aspect précis. Parce que, à ce que je sache, on a remis le fichier électoral à M. Alberto Olympio, en PDF. Sauf que lui voudrait même qu'on lui donne toute la boîte de la CENI, qu'on l'amène chez lui. On a remis le même fichier à l'ANC, qui a remis ça à ses experts, qui ont fait un travail, et ça a fait l'objet d'une conférence de presse. Ce que je ne comprends pas, et que je veux que dans les jours que la CENI éclaircisse, c'est lequel fichier? Le fichier de 2013 ou bien le fichier révisé? On parle du fichier de 2013, puisque c'est sur la base de ce fichier que se fait la révision des listes électorales. Ok. Aujourd'hui, l'ANC parle de doublons, 29 000 doublons. J'estime que c'est très important. Tant bien même, on peut dire que comme c'est un parti politique, il peut avoir un traitement tendancieux de ce fichier. Ça n'est pas exclu. Mais c'est sur l'ancien fichier qu'il y a ces doublons. Mais c'est pourquoi la révision a été ou devait être une étape très indispensable pour permettre après de pouvoir corriger, y compris les erreurs peut-être qui se trouvaient sur l'ancien fichier. Jusque-là, je ne trouve pas qu'il y ait scandale. On a convoqué le corps électoral, sachant pertinemment que la CENI a une marge de manœuvre pour traiter ce fichier-là, en plus du fait que les partis politiques de l'opposition, qui ont actuellement leurs champions dans les sacs blancs, ont leurs représentants dans cette CENI. Le monde a dormi tranquille. Ça veut dire qu'ils veillent, ils vont veiller à ce que les choses se passent dans les règles de l'art. Parce que c'est pourquoi nous estimons qu'à chaque fois, quand il y a élection, que l'opposition envoie ses représentants à la CENI. C'est fondamental. Il ne faut pas être dehors et crier, mais il faut être dedans, travailler pour garantir la transparence. Ce qui est très intéressant. Mais tel que vous je ne trouve pas que les gens... de la CENI par rapport au silence de la CENI... Non, le silence, ce n'est pas un silence pour le moment. J'estime que la CENI, c'est des messieurs et dames qui travaillent
permanemment là-bas. Ils sont en plein travail. Mais moi, je pense que les jours à venir, la CENI j'avais appris même que par rapport à ce fichier, il y a un débat qui se mène actuellement. Au sein de la CENI, il y a deux groupes qui s'affrontent par rapport à ce fichier et qu'une sortie éventuelle de la CENI pouvait permettre aux uns et aux autres de pouvoir se fixer. Et moi, vivement que la CENI fasse cette sortie, ça va permettre de décanter la situation et disperser les énergies pour que chacun soit à l'aise et se cantonner sur le processus électoral afin que l'élection du 15 avril puisse se passer dans de bonnes conditions. Dans l'apaisement. Un dernier mot? Non, le dernier mot, c'est je veux juste demander à ce que les acteurs politiques jouent leur rôle, qu'ils sensibilisent beaucoup leurs militants, parce que nous avons connu des moments douloureux dans ce pays. Nous avons fait des élections de 2007, la Comité nationale nous a applaudi. 2010, 2013, la Comité nationale nous a applaudi. Certains même qui étaient considérés comme des élèves récalcitrants de la classe sont revenus avec des appuis multiformes. Nous devons et nous avons le devoir de continuer dans ce sens-là, organiser des élections apaisées, qu'une seule goutte de sang ne verse pas, parce que, je le dis tout le temps, quand vous allez au Bénin, vous allez au Sénégal, les élections, c'est un moment de plaisir, d'ambiance. Vous pouvez être même d'une famille, vous pouvez être d'un parti, votre femme peut être de l'autre parti. Cela ne veut pas dire que votre famille doit être désunie. Non. Au contraire, c'est les différences-là associées qui vont faire que votre famille doit aller de l'avant. Et donc, les partis politiques ont un impérieux devoir. Les responsables de la société civile, s'il y en a encore dans notre pays, doivent jouer leur partition pour que les élections-là puissent être apaisées pour l'intérêt de notre pays, pour que le Togo puisse aller de l'avant. Pour que le Togo puisse aller de l'avant, c'est sur ces mots que nous refermons notre rendez-vous de ce mardi autour du plateau de Grand Jury. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à notre invité. Je rappelle qu'il est le directeur de publication du journal Ouara, les vainqueurs, qui sera dans les kiosques jeudi prochain. Voilà. Et donc, soyez au rendez-vous demain sur la même chaîne et également au niveau des ondes des médias partenaires. Je rappelle Radio KNTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Aneho et benradio.com sur le web et le www.togovision.com. Bien de choses chez vous, que vous soyez au Togo, au Bénin, au Ghana, dans la sous-région, en Afrique ou partout ailleurs dans la diaspora. Merci pour votre fidélité à l'émission Grand Jury. Au revoir.